Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente Dominique Tonin. J'ai créé un mouvement qui s'appelle Total Démocratie il y a 2 ou 3 ans. Total Démocratie, ce mouvement parle de lui-même. Aujourd'hui, je fais partie de l'équipe du CNL, Conseil national de libération. Et nous avons une candidate qui s'appelle Anne Guichard et qui est candidate pour la présidentielle. Je suis un retraité de la police nationale. Voilà un peu pour la présentation succincte. Pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui? Je fais cette vidéo pour attirer votre attention sur un phénomène qui est assez méconnu du public et notamment des électeurs. Quelque part, j'ai poussé un coup de gueule, ça va être tout de suite. Et en fin de vidéo, je vais défier l'État, tout simplement. Voilà. Donc ceux qui sont curieux de savoir comment nous pensons, parce que je ne suis pas seul, comment nous pensons défier l'État, eh bien vous attendrez la fin de la vidéo. Alors, premier coup de gueule, ça va être au niveau des parrainages. Il y a aujourd'hui en France à peu près 42 000 personnes susceptibles de donner leur parrainage. Je les appelle des parraineurs. 42 000 personnes, ce sont des élus. Parmi ces 42 000 personnes, il y a plus de la moitié qui ne donnent jamais leur parrainage. Alors je m'adresse surtout à ces gens-là, ces gens qui ne donnent jamais leur parrainage, et je leur pose la question suivante. Comment se fait-il que quand on vous sollicite pour les sénatoriales et qu'on vous oblige de voter, à ce moment-là, vous votez, vous donnez certainement, ça doit s'appeler un parrainage ou un vote, je ne sais pas. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez des sanctions, si vous ne votez pas. Je ne me suis pas renseigné jusque-là. Mais comment se fait-il que vous votiez pour les sénatoriales alors que pour les présidentielles, vous ne donnez pas votre parrainage sous prétexte que vous ne voulez pas être catalogué par vos administrés? Mais dites-moi, messieurs les maires et mesdames, s'il y en a, bonjour mesdames, dites-moi, quand vous votez pour un sénateur, vous votez pour une couleur politique, ça ne vous dérange pas? Alors c'est peut-être parce que les votes au niveau des sénatoriales ne sont pas diffusés, ne sont pas divulgués. Alors que quand vous donnez votre parrainage pour un candidat à la présidentielle, c'est vrai que c'est divulgué. Ça, c'est une belle invention de ce sinistre personnage que j'appelle Hollande Anaphore, qui pendant son quinquennat, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais enfin ça, c'était pas très réussi. Il a trouvé le moyen de faire en sorte que les parrainages soient dorénavant publiés. Voilà. À chaque fois qu'un maire donne son parrainage, c'est publié. Bon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de la moitié des maires qui ne donnent pas leur parrainage. Or, vous savez très bien que pour les petits candidats que nous sommes, et là je parle au nom d'Anne Guichard, pour les petits candidats que nous sommes, et il y en a pas mal, qui se revendiquent la plupart du temps de la démocratie, il est très difficile d'aller chercher les parrainages. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 6 personnes qui sont qualifiées pour être au premier tour de l'élection. Et il y en a qui en ont, je ne sais plus, je crois que celui qui en a le plus, il y a 2600 parrainages. Il lui en faut que 500. Donc il y en a 2100 qui passent à la poubelle. Déjà, ça, c'est pas normal. Donc pour aller chasser les parrainages, c'est la croix et la bannière pour les petits candidats. Je vous donne un exemple. Au CNL, nous avons envoyé 20 000 mails. 20 000 mails. Je ne sais pas combien on a eu de retours. On n'en est pas encore là, mais
je doute qu'on ait eu 500 parrainages. Donc ça n'est pas normal. Pourquoi ces gens, ces maires, donnent leur vote pour les sénatoriales et pas pour les présidentielles? Mais moi, je vais vous le dire, pourquoi ça perdure? Pourquoi, malgré les demandes des uns et des autres, parfois des politiques d'ailleurs, et malgré ces demandes, pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça reste en l'état? Ben parce que ça arrange le pouvoir. Imaginez-vous bien que s'il y avait un candidat se réclamant du peuple qui vient se positionner ne serait-ce qu'au premier tour, avec les 60 à 70% d'abstentionnistes que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire des gens... Alors posons-nous la question déjà de savoir qui sont ces abstentionnistes et pourquoi sont-ils abstentionnistes? Ben, les abstentionnistes, qui sont-ils? Ben, ce sont des gens comme vous et moi, hein, des gens plutôt d'un milieu social intermédiaire, je dirais, hein. Et puis des gens lambda, tout simplement, qui ne votent pas parce que ils ont une forte défiance vis-à-vis des politiques, des politicards, carriéristes. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, pourquoi y a-t-il autant d'abstentionnistes? Eh bien parce que, j'ai le regret de vous le dire, vous, les partis soi-disant conventionnels, on va les citer, hein, le PS, je ne sais même plus si ça existe, les Républicains, divisés comme jamais, bon, en même temps, ça arrange certainement quelques personnes, la REM, les communistes, enfin, tous les Verts, tous ces gens-là, pourquoi il y a autant d'abstentionnistes? Est-ce que vous vous êtes posé la question un jour, vous, Valérie Pécresse, par exemple, vous, Yannick Jadot, vous, Mélenchon, pourquoi il y a tant d'abstentionnistes? Vous n'avez pas posé la question? Mais moi, je vais vous le dire, parce que vous êtes des nuls. Voilà, vous êtes des nuls. En matière politique, vous êtes des nuls. Pourquoi vous êtes des nuls? Parce que vous ne pensez qu'à votre réélection. Par exemple, je l'ai cité tout à l'heure, on prend Mélenchon. Mélenchon, le plus jeune député de France. Je ne sais plus quel âge il avait. Il avait moins de 30 ans, je crois. Plus jeune député. Il doit avoir pas loin de 80 balais aujourd'hui. Vous voyez un peu le mec, la carrière qu'il a faite? Mélenchon était questeur. Je ne sais plus si c'est à l'Assemblée nationale ou au Sénat, je ne sais plus, mais questeur. Questeur, je peux vous dire que ça ramasse du pognon. Il a été député. Il a été député européen, je crois, ou il est toujours, je ne sais plus. Et il est franc-maçon. Ah. Et lui, il va s'étonner, carriériste politique, qui a fait toute sa carrière dans la politique, qui a 80 balais toujours sur les bancs d'une assemblée, et il va s'étonner qu'il y ait tant d'abstentionnistes. Mais non, il ne faut pas se poser la question, monsieur. En plus, c'est un colérique, vous l'avez vu, hein, Mélenchon. Bon, je prends Mélenchon, je ne tire pas à boulet rouge sur Mélenchon. Hein. C'est le bon exemple, en fait. Hein. C'est le bon exemple à ne pas suivre. Et en plus, c'est un colérique. Hein. Vous l'avez vu, quand les flics sont allés perquisitionner chez lui, il avait parlé à 2 cm de l'autre. Là, il ne respecte même pas les forces de l'ordre. Enfin bon, bref. Et vous vous étonnez qu'il y ait tant d'abstentionnistes? Ben moi, je ne m'étonne pas. Voilà. Alors, quand je vous disais que ça arrangeait certaines personnes, que les 500 parrainages demeurent, et qu'en fait, ils s'en foutent que la moitié des maires ne donnent pas leur parrainage, et ils s'en foutent qu'il y ait 60 à 70% d'abstentionnistes. Pourquoi? Parce que pour être élu aujourd'hui, président de la République, il n'y a pas de quorum. Donc il n'y a pas de quorum, et ben vous l'avez vu, Macron, je crois qu'il a été élu avec 16 ou 19% des votants, et puis demain, eh ben, il peut se passer la même chose. Sauf que demain, il ne se passera pas la même chose, vous allez le savoir à la fin de mon exposé. Alors, quand on y réfléchit un tout petit peu, ça arrange qui? Qu'il n'y ait pas de candidat dit du peuple au premier tour. Ben, je vais vous le dire, moi. Ça arrange la finance. La finance, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Ça fait déjà 40 ans qu'elle fait ce qu'elle veut. Ça arrange tous ceux qui gravitent autour de la finance. Macron, pur produit de la finance, Macron.
Ça arrange Attali. Attali, vous savez, l'homme qui murmure à l'oreille des présidents, de tous les présidents. Ça arrange les patrons du CAC 40, qui sont proches de la finance, donc de Macron. C'est même patron du CAC 40 qui planque dans les paradis fiscaux. Ça arrange qui encore? Ben, ça arrange les codataires de la finance. Les codataires de la finance, ben, ce sont tous les politicards. Ceux qui font comme dit de faire la finance. Il y en a un, je vais le jeter en pâture. Bruno Le Maire, par exemple. Alors, Bruno Le Maire, c'est un cas. Il passe d'un parti à l'autre. Il critique Macron, après il va dans son gouvernement. Il fait un peu comme... comment il s'appelle celui-là? Dupond-Moretti. Dupond-Moretti. Jamais. Si on vous demande de venir... si M. Macron vous demande de faire partie de son gouvernement, vous dites quoi? Jamais de la vie, répond un journaliste. C'est enregistré, il ne peut pas nier. C'est enregistré. Ben, jamais de la vie. Non, mais vous vous rendez compte, je refuserai. Non, mais si c'était un poste, par exemple, je sais pas moi, de ministre de la Justice. Non, mais je n'irai pas. Je n'irai pas. Et il ponctue. Il dit, vous voulez que je vous l'écrive? Mais il aurait mieux fait de l'écrire, hein, parce que 6 mois après, il y était. Voilà. Donc, les 60-70% d'abstentionnistes, voilà ce qu'ils ne veulent plus voir. Ils ne veulent plus voir ces gens-là, des menteurs. Comme dirait mon ami Christophe, des félons. Moi, j'ajouterais des traîtres. Ils ne veulent plus voir ça. Mais cependant, le fait qu'il n'y ait pas de représentants du peuple au premier tour, ça les arrange grandement. Parce que sinon, à tous ceux que j'ai cités, la finance, les Attali, les patrons du CAC 40, tous les politicards, hein, parce qu'il y en a. Hein. Il y a déjà au niveau des parlementaires, il y en a 1000. Donc après, vous comptez tous ces gens-là, ça va les secouer. Ça va les secouer. A fortiori, si c'est Anne Guichard qui s'assoit sur le siège suprême. Vous voulez que je vous le donne en 2 mots, là, le programme du CNL? Le programme du CNL, c'est simple. Anne Guichard s'assoit sur le trône. Elle dissout toutes les institutions, le Sénat, tout, l'Assemblée nationale, la Cour des comptes, tout ce que vous voudrez. Les banques sont dissoutes également. Ça passe sous le giron de l'État, c'est-à-dire que c'est l'État qui gère tout ça et qui prête de l'argent, pour faire simple. Elle dissout tous les syndicats, tous les partis politiques. En fait, on remet tout à plat. Tout à plat. S'il faut, on en juge quelques-uns, on les met en prison. Je pense qu'au sujet de la pandémie, la soi-disant pandémie, il y a pas mal de gens à juger, là. J'en ai peut-être oublié, d'ailleurs. Elle prend des ordonnances. Oui, je vais finir quand même. Elle signe des ordonnances. Et elle met en place dans le même temps un gouvernement provisoire, transitoire, qui va s'occuper de gérer les affaires de l'État, bien entendu, de gérer la France, sur une durée maximale de 24 mois. Et en même temps, elle demande à toutes les personnes volontaires, à toutes les personnes en capacité, de réécrire la Constitution. Soit d'améliorer la Ve République, et soit de passer carrément à la Sixième République. Bon, je vous ai brossé à peu près. Il est évident que si c'était Anne Guichard qui arrive au pouvoir, avec un tel programme, évidemment, ça vient un peu déranger, comment je vais dire, les plans des banquiers, de ceux qui veulent nous asservir. Je ne suis pas complotiste, hein, ne croyez pas, je ne vais pas tomber dans ce panneau-là. Je m'interdis d'être complotiste. Je suis simplement réaliste. De tous ceux qui veulent nous asservir, qui ont commencé d'ailleurs, tous ceux qui participent à ces lois liberticides, qui font que, j'ai entendu là tout de suite, là, on m'a envoyé une vidéo, Mélenchon, encore lui, tiens, décidément, Mélenchon qui dit sur une vidéo, il dit à une personne, il dit si l'obligation était obligatoire, comptez sur moi pour vous courir après et pour vous faire vacciner. Moi, je suis pas vacciné. Tu vas courir après, toi,
pour me faire vacciner. Toi, Mélenchon, t'as plutôt intérêt à courir vite, je te le dis. Hein. Puis fais attention quand même au retour. Non mais voilà. Donc, toutes ces lois-là, liberticides, eh bien évidemment, ça va être mis à plat. Parce que si c'est le peuple qui écrit les règles du pouvoir, c'est-à-dire qui écrit la Constitution, tout simplement, si c'est le peuple qui écrit les règles du pouvoir, le peuple, dans sa diversité, dans son adversité, il ne va pas disjoncter, il va pas être aux ordres de la finance, laquelle finance est toujours dans l'ombre, est tapie dans l'ombre, et puis elle dit, il faut faire ci, il faut faire là, hein, il faut peut-être, je sais pas, moi, il y en a qui disent, mettre une puce quand on fait une injection, je suis pas complotiste. Voilà. Donc tout ça, ça contrarie un peu les plans. Alors les plans, j'ai oublié de citer, excusez-moi, mais ce que ne veulent pas les gens, bon ça j'ai dit, les carriéristes politiques, ils les vomissent, ils n'en peuvent plus. On voit toujours les mêmes. On voit toujours les mêmes. Jusqu'à 80 ans. Vous avez le président du Sénat, par exemple. Gérard Larcher, je ne sais pas quel âge, il n'a plus d'âge, lui. Il est toujours là, quoi. On n'en veut plus de ça. On n'en veut plus. Les grabataires, ben, ils vont chez eux, quoi. Ils vont cultiver leur jardin, ils vont faire autre chose, mais on n'en veut plus. Les carriéristes politiques, les gens n'en veulent plus. Est-ce que vous l'avez compris, ça, les carriéristes politiques? Putain, c'est quand même pas difficile à comprendre, merde! Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas aussi, les gens? Ben, qu'on décide pour eux. Le nouvel ordre mondial qui nous a été susurré à l'oreille par Sarkozy quand il était au pouvoir, et quand il disait le nouvel ordre mondial est enclenché, je ne sais pas trop comment il a dit ça, personne ne pourra l'arrêter. Ben nous, on n'en veut pas. Ça va vous surprendre, mais nous, on n'en veut pas. Parce qu'on ne veut pas, qu'une poignée de personnes, c'est-à-dire les 1%, décident pour nous. On n'en veut pas. Au niveau climatologique, c'est pareil. On veut prendre nos décisions. On veut comment dirais-je, décider du comment on vit et de la manière dont on va le vivre. Et d'ailleurs, tiens, à ce sujet, ça me vient, parce que, un peu en désordre, excusez-moi. Pourtant, tout est bien dans ma tête. Au niveau des maires, vous n'avez rien à craindre du CNL, Conseil national de libération. Hein. Je vous le rappelle, Anne Guichard est notre représentante. Vous n'avez rien à craindre parce que nous, justement, au CNL, on donne les pleins pouvoirs aux maires. Les maires sont comment je vais dire, la pierre angulaire de la société. Parce qu'il y en a 42 000 quand même. C'est la pierre angulaire. Ce sont ceux qui s'occupent de toutes nos ruralités. Ce sont ceux qui sont à la tête des terroirs et des traditions, etc. On leur donne les pleins pouvoirs aux maires. On les sort de leur intercommunalité qui les bride. Donc qu'est-ce que vous avez à craindre? Pourquoi vous ne donnez pas vos parrainages à Anne Guichard? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je poursuis mon raisonnement. Évidemment, ça les arrange qu'il n'y ait pas de candidats au premier tour, des candidats dits représentants du peuple. Pas n'importe qui, hein. Pas des carriéristes politiques, surtout pas. Sinon, c'est voué à l'échec. On ne va pas remplacer un carriériste politique par d'autres carriéristes politiques. Bon, les candidats censés représenter le peuple, ou représentant le peuple, pas censés, représentant le peuple. S'il n'y a pas de candidat censé représenter le peuple au premier tour, bien évidemment, il ne sera pas au second tour. Et c'est là que ça commence à se compliquer, parce que, voyez-vous, moi, je me suis impliqué dans cette élection. Je ne suis pas le seul. Au CNL, on s'appelle les capitaines, on est 7, 8, 10, je ne sais plus maintenant s'il y en arrive tous les jours. On doit être une dizaine. Anne Guichard, hein, qui est candidate, et une dizaine de capitaines autour. Il n'y a pas de chef, il n'y a que des capitaines. Moi, je me suis investi. Et je m'investirai jusqu'au bout. Sachez-le bien, vous allez savoir tout à la fin de cette vidéo. Il y a des gens également qui ne sont pas des capitaines, mais qui sont des gens qui veulent du changement et qui se sont investis. Ok ? Ces gens-là font partie des 60 à 70% d'abstentionnistes. Si demain, c'est-à-dire le 4 mars, à 18h précisément,
Si le 4 mars à 18 h précisément, il n'y a pas de candidat du peuple au premier tour, c'est là que ça va commencer à ferrailler. C'est là que ça va commencer à mouliner. D'accord? C'est là que ça ne va pas le faire, en fait. Et je vais vous expliquer. S'il n'y a pas de candidat du peuple au premier tour, l'élection du 10 avril, écoutez bien ce que je vous dis, mais je vais vous le répéter. L'élection du 10 avril 2022 ne saurait être validée. Le premier tour, donc. Je répète. S'il n'y a pas de candidat du peuple au premier tour, c'est à dessein, c'est voulu, c'est entretenu comme ça. C'est dément, quoi. C'est entretenu comme ça. Ils le savent très bien. S'il n'y a pas de candidat du peuple au premier tour, l'élection ne saurait être validée. Alors, je sais bien que vous allez me demander, mais comment vous allez faire? C'est là. C'est là. Mais on va le faire. On va le faire. Parce que il y a une chose que vous n'avez pas compris. Une chose que vous n'avez pas comprise. Vous, les 1%, là, je répète, Attali, j'ai oublié francs-maçons. Les francs-maçons, Attali, tous les banquiers, les patrons du CAC 40, tous les félons de la politique, même si je ne jette pas l'opprobre sur tous les politiques, sachez-le bien, je sais faire certains distinguos. Tous ces gens-là, s'il n'y a pas de candidat du peuple, l'élection ne saurait être validée et je vous dirai, enfin vous le saurez suffisamment tôt. En fait, le 10 avril. Le 10 avril, ça ne sera pas validé, donc vous serez fatalement au courant. Ne me demandez pas comment on va s'y prendre, parce que je ne vous le dirai pas, je risque de me répéter. Et je voulais vous dire également qu'il serait, comment je vais dire, inopportun que si cette élection ne peut pas être validée, que vous veniez tout simplement et que vous arrêtiez Tonin, puisque je fais cette vidéo et je l'assume. N'ayez crainte, hein. J'assume, parfaitement. L'erreur, ça serait de venir et puis d'arrêter Tonin. De dire, eh ben voilà, vous voyez, monsieur Tonin, vous avez semé le chaos, vous êtes un voyou. Attention là. Les voyous, c'est pas moi. Moi, je suis pas un voyou. Les voyous, c'est vous. C'est vous, toute la clique. Là. Vous voulez que je reprenne la liste là, les francs-maçons, les Attali, les banquiers, tous les politicards véreux, c'est vous les voyous. Nous, on n'est pas voyous. Nous, on veut simplement une démocratie. D'accord? Donc l'erreur, ça serait de venir et puis d'arrêter Tonin. Et puis hop, on le balance en prison. Et puis comme je n'aurais pas agi seul, ben vous arrêtez tous les autres. Enfin, ceux que vous pourrez arrêter. Moi, je serai plus visible parce que vous le verrez. Grave erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez très bien arrêter Tonin et le mettre en prison. Pas de problème. Vous pouvez arrêter Chalençon et le mettre en prison. Pas dans la même prison, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Ce que vous ne savez pas, c'est que si vous arrêtez Tonin et que vous le mettez en prison, sous prétexte qu'il aurait un peu semé le trouble, le chaos, mais, n'oubliez pas, dans un but démocratique. Ça veut dire qu'il se peut, il y a de grandes chances qu'il y ait parmi 60-70% d'abstentionnistes beaucoup de gens qui partagent la vie et l'action de Tonin et de ses copains, on pourra dire. D'accord ? Maintenant, si vous arrêtez Tonin et ses copains, vous les mettez en prison, je vais vous dire comment on va faire. Nous, on kidnappera quelqu'un de votre entourage. On va pas kidnapper Macron, hein. On va pas kidnapper non plus Darmanin. Ils sont trop protégés, ces gens-là. Non, mais on ira taper, je sais pas, leur famille, des gens connus, je sais pas, moi, au hasard, les filles à Jean-Michel, par exemple, voilà. Ou les filles, bon, ils sont suffisamment nombreux, hein, à la reine par exemple, hein, ils ont tous des enfants, peut-être même des petits-enfants, des concubins, on arrêtera. Autant de fois, autant de gens vous mettrez en prison, vous mettez Tonin, ça sera
un enlèvement, vous en mettez 2, ça sera 2 enlèvements, vous en mettez 3, et on fera l'échange, tout simplement. Voilà, une méthode. Elle plaît pas, mais c'est une méthode, parce qu'il ne faut pas jouer. Nous, on ne veut plus jouer, le peuple, d'accord? Nous, là, on est en train de siffler la fin de la récréation. Vous avez pris pour des cons pendant des années. La fausse pandémie, ça a suffi, ça a mis, comment je vais dire, un point d'arrêt quelque part, hein, parce que là, franchement, vous avez tous pris pour des cons. Donc, c'est fini. Alors, vous pourriez également, non pas arrêter Tonin, le mettre en prison, vous pourriez le faire buter. Ça s'est vu d'autres fois. Hein. Quand on dérange, on trouve toujours quelqu'un, un tueur à gages, vous trouvez. Hein. Dois-je vous rappeler, par exemple, que Robert Boulin, je ne sais plus en quelle année, mais je m'en rappelle très bien, moi, Robert Boulin ne s'est pas noyé dans 30 cm d'eau. Il a été assassiné et emmené dans l'étang. Et vous savez par qui il a été assassiné? Par des membres du gouvernement de l'époque. Eh oui. Et c'est resté impuni. Eh oui. Eh oui, oui. Bon. Vous pourriez emprisonner Tonin, vous pourriez également le faire dessouder. Facile. Un mec, il arrive là, vous payez un tueur à gages. Il faut aller voir Tonin dans sa campagne, là-bas, il nous fait chier. Allez hop. Ben, mauvaise idée aussi. Là, mauvaise idée. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée, parce que, et je vous l'ai dit, vous n'avez pas idée de ce que le peuple peut faire quand il est en colère. Genre, vous emprisonnez Tonin, je reviens un peu là, en arrière, excusez-moi. Vous emprisonnez Tonin, vous mettez Chalençon en prison aussi, parce que c'est son pote, il a participé, et vous en mettez 3 ou 4 encore de plus en prison. Si on décide, parce que même quand on est en prison, vous savez qu'on communique bien, même de la prison, hein, ça se sait. Hein. En prison, on communique très bien avec des portables et on passe même de la drogue. Vous voyez, c'est facile. Si on communique, le peuple peut très bien se soulever et monter à Paris. Avec une petite cuillère chacun dans la main. Une petite cuillère, hein, je fais exprès, une petite cuillère. On monte à Paris, on vous démonte l'Élysée. Pierre par pierre. Ok? En même temps, vous nous direz où vous voulez qu'on vous la reconstruise. Parce que tant qu'on y sera, on pourra vous la reconstruire ailleurs. C'est compris ça? Il faut que ça rentre dans votre tête. Les 1% là, il faut que ça rentre dans votre tête. Alors je reprends. Vous décidez, pas d'emprisonner Tonin, vous décidez de le faire dessouder. Enfin, oui, de le faire tuer, de le dessouder. Là, on change de méthode. Une personne abattue, chez nous, côté du peuple, hein, évidemment. Hein. Une personne abattue, côté du peuple. 2 personnes abattues en face. En face, c'est pas bien que je l'identifie, hein, vous le connaissez, vous reconnaîtrez. 2 personnes abattues en face. Si vous venez d'envie d'en abattre 4, côté du peuple, eh ben ça fera 8. D'accord? Là, on se dirige un peu quand même vers une... Ça sent la guerre civile, là. Donc, réfléchissez. Nous, on est là, nous sommes des pacifistes. D'accord? Nous sommes là pour recouvrir la démocratie. C'est notre seul truc à nous. Je vous rappelle l'origine grecque du mot démocratie quand même. Démos, le peuple, kratos, le pouvoir. Ça veut dire stricto sensu, le pouvoir par et pour le peuple. D'accord? J'en ai presque fini. Je voulais également vous dire que il faut que vous fassiez attention à tout ce que vous allez faire dorénavant. Parce que, je vous l'ai dit, hein, je me répète exprès, hein, c'est pas que je radote. Hein. Je répète exprès parce que je veux que ça rentre à la fois dans la tête des gens qui regarderont cette vidéo, qui sont des gens lambda, c'est pas du tout péjoratif hein, dans ma bouche, des gens qui veulent que ça change, des gens qui ne veulent plus de cette politique, hein, d'où les abstentionnistes, bon, je ne vais pas vous refaire hein, le développer.
Et c'est surtout pour avertir ceux qui voudraient que ce climat perdure. Ceux qui ont décidé de mettre en place le nouvel ordre mondial, comment ils appellent ça, là, le reset, là, le grand reset, je sais pas quoi, là, enfin, tous ces trucs-là. Non, nous, on n'en veut pas. Le peuple français n'en veut pas. C'est quand même pas difficile à comprendre, ça. Donc, vos magouilles parce que ce sont des magouilles, hein, les 500 parrainages, ben, c'est pareil. Il va falloir que vous changiez ça. Ça va être urgent. Parce que, en supposant qu'il n'y ait pas de candidat de débat au premier tour, ok. Le 10 avril, le premier tour ne saurait être validé. Vous pouvez très bien dire, eh ben, on va recommencer le 24 avril. On va déplacer le premier tour au 24 avril. Non, non. Mauvaise manœuvre. Même si vous mettez Tonneau en prison et les autres, hein. Mauvaise manœuvre. On est des milliers derrière. Des lieutenants, il y en a. C'est pas un problème. Mauvaise manœuvre, parce que 24 avril, il se passera la même chose. D'accord? Donc, le dernier conseil, la dernière petite idée, peut-être pas lumineuse pour vous, mais bon, la dernière petite idée, je vous susurrerai à l'oreille, les Darmanins, qui c'est qui pourrait être impliqué, qui pourrait participer? Comment il s'appelle le Premier ministre là? Ah, j'ai oublié son nom. Le président de la République, évidemment, il va participer. Qu'est-ce qu'il pourrait mettre? Il va peut-être mettre Dupond-Moretti dans le gouvernement, comment on va appeler ça, de crise. Et le Premier ministre, j'ai oublié son nom, hein, franchement, il ne percute pas avec lui. Hein. Oui, la dernière petite idée que je voulais vous donner. Lorsque vous allez vous réunir le soir du 10 avril, ou le lendemain, le 11 avril, parce que le premier tour n'a pas pu être validé, qu'il y a eu des problèmes en fait, hein. Et vous en êtes la cause d'ailleurs des problèmes, hein, puisque vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres vis-à-vis de votre peuple. Donc c'est de votre faute. Les abstentionnistes, je vous le dis et je vous le répète, vous vous en battez les rouleaux. Les 500 parrainages qui sont difficiles à avoir, vous en battez les rouleaux. Donc je vais vous donner un dernier petit conseil. Si vous prenez l'envie de dialoguer au soir du 10 avril, ou plutôt le lendemain matin, ça risque de faire tard le 10 avril, mais le lendemain matin, invitez-nous à votre table ronde. Parce que nous, on n'est pas des cons. Certes, on n'a pas fait l'ENA. Non, on n'a pas fait l'ENA. Mais d'ailleurs, je ne regrette pas, hein, parce que quand je vois ce que font ceux qui ont fait l'ENA, sans déconner. Hollande, il a fait l'ENA. D'ailleurs, petite aparté, hein, pour rigoler, ENA, c'est l'anagramme d'Anne. Je suis pour rien, moi. Donc, voilà, je reviens, je plaisante, là, mais j'ai pas envie, en fait. Plutôt que de nous balancer en prison, bêtement, ou de nous faire dessouder, encore plus bêtement, et de provoquer une guerre civile, convoquez-nous à votre table ronde. On dialoguera. Tonneau est un homme de dialogue. Je ne suis pas du tout violent. Non, je ne suis pas violent. Je suis un homme de dialogue. Je suis très tolérant. Et je veux surtout qu'on arrête de me prendre pour un con et de prendre les autres pour des cons. Et pour finir, je vous dirais que mon combat est déterminé. Vous voyez, aujourd'hui, le mec qui vous parle, hein, j'ai 68 ans. Retraité de la police nationale, je vous le dis parce que c'est quand même pas anodin. J'ai 68 ans, je ne me bats pas pour moi. Je me bats pour mes enfants, j'en ai 2. Je me bats pour mes petits-enfants, j'en ai 3. Et je me bats également pour les enfants et les petits-enfants des autres. Vous voyez, je vais finir là-dessus, parce que sinon je pourrais vous parler pendant 1h30, c'est pas un problème. Je vais finir là-dessus. Je vais chier la honte à Macron. Il y a un truc qui me fait énormément mal dans tout ce que j'entends, dans tout ce que je vois. Vous avez bien écouté ça. C'est qu'il y ait des gens aujourd'hui qui dorment dans la rue en France. Des milliers de gens. Et surtout des femmes qui dorment dans la rue. Or, M. Macron, je crois que c'était à l'hiver 2020,
je l'ai entendu, et je m'en rappelle comme si c'était hier, il a dit, à partir de maintenant, ou à partir du je sais pas quand, 2021, une supposition, je ne veux plus voir un SDF dehors. Vous avez fait quoi, Macron? Hein? Rien? Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, dernière précision, excusez-moi. C'est un peu en vrac, mais j'ai pas de prompteur, donc... dernière précision, si cette vidéo vous a plu, si le personnage vous a plu, enfin du moins ce qu'il a dit, le personnage c'est autre chose, mais sur ce qu'il a dit, sur ses intentions, d'accord, sur le développement, sur le déroulé des actions, rejoignez-nous. Soit au CNL, c'est pas interdit, hein, vous tapez CNL sur Internet, vous allez trouver, vous aurez c'est pas un programme, c'est une méthode. On n'a pas de programme, on a une méthode. Parce que si on s'installe au pouvoir en 2022, c'est pas pour 5 ans. C'est pour nettoyer les écuries d'Ogia, d'accord? C'est pour rétablir la maison France, comme on dit. Et après, quand la mission est terminée, on se casse. On n'a pas vocation à rester 5 ans ou 7 ans. Non. Voilà. Donc, ceux qui voudraient entrer dans l'action, politiquement incorrect, hein, je vous le dis de suite, hein, moi je vous préviens. Hein. Je suis un ancien flic, certes, mais le politiquement correct, je suis capable aussi. Ceux qui voudraient être dans l'action, eh bien, soit ils passent par le CNL, mais ça n'est pas une obligation, vous pouvez appartenir à d'autres mouvements ou partis politiques, c'est pas un problème, vous pouvez même être apolitique, c'est pas un problème non plus, ou alors m'appeler, me téléphoner, ou aller sur... c'est facile à trouver, hein, vous googlisez, vous allez tout de suite tomber sur Tonin Dominique, Tonin, T-O-N-I-N, Dominique. Voilà. Il me semble vous avoir dit l'essentiel. Si je vois que cette vidéo marche, j'en ferai certainement d'autres. En attendant, je vous salue et je vous dis, eh bien, comme on dit au CNL, force et honneur. Merci.